Dans une conjoncture économique incertaine, les entrepreneurs et dirigeants doivent, plus que jamais, piloter leur activité avec souplesse et précision. Stratégie patrimoniale, fiscalité, préparation de la retraite du dirigeant. Dans cette nouvelle série, nos experts vous expliquent concrètement comment anticiper les risques et garder le cap, même en période de turbulence. Soyez les bienvenus, ce podcast est fait pour vous. Chaque année, vous le savez, les entreprises doivent organiser une assemblée générale pour approuver leurs comptes. Ce passage obligé est parfois négligé. Pourtant, une AG mal préparée ou mal faite peut coûter très cher. Dans cet épisode, nous détaillons avec vous, Sonia Nicolae, les points sensibles à ne pas oublier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate associée spécialiste en droit des affaires chez Ridge Avocats. Comment les dirigeants perçoivent-ils généralement l'Assemblée générale d'approbation des comptes ? Eh bien, pour beaucoup, ce n'est pas vraiment une préoccupation, c'est plutôt un non-sujet. Les comptes ont déjà été arrêtés avec l'expert comptable qui a fait sa restitution. Le client pense, c'est fait, quoi, c'est bon. Et l'étape ultime de l'AG, pour lui, c'est juste une petite formalité et quelques bouts de papier à signer sur le coin d'une table. Pourtant, et sans non plus exagérer outre mesure, c'est plus que cela. Effectivement, arrêter les comptes, c'est le travail de l'expert comptable, le bilan, le compte de résultat, l'alias fiscal. Approuver les comptes, c'est l'acte juridique par lequel les associés valident officiellement ces comptes en assemblée générale. Et quand les choses ne sont pas bien faites, il peut arriver qu'une assemblée générale d'approbation des comptes soit considérée comme nulle, tout simplement. Qu'est-ce que cela signifie ? Alors, de façon générale, une assemblée générale est nulle si, de prime abord, le formalisme juridique n'a pas été respecté. Des convocations mal faites, une non-signature d'une feuille de présence alors que le PV n'est pas signé, le non-respect des délais. Juridiquement, dans ces conditions, les comptes ne seront pas approuvés. Avec quelles conséquences à la clé ? Les conséquences, malheureusement, elles peuvent être très lourdes financièrement et les associés ne s'en rendent pas compte. Par exemple, à titre vraiment fort, l'Assemblée générale ordinaire annuelle, elle approuve souvent, elle ratifie la rémunération du gérant ou du président. Et si jamais l'AG qui a approuvé cette rémunération est nulle, eh bien cette rémunération n'a pas été acceptée, elle aura été indûment versée. Donc le gérant ou le président devra la rembourser si jamais ses associés s'en rendent compte et font une action en justice pour demander cette nullité. Donc on parle de sommes importantes sur plusieurs années. Ça peut faire des centaines de milliers d'euros qu'il faudra reverser sur les comptes sociaux de la société. Quelles sont les autres situations concrètes dans lesquelles une assemblée générale mal faite peut vraiment coûter cher ? Des exemples concrets. Le premier, lorsque dans une société, on retrouve des époux et en cas de divorce, si vous êtes marié et que votre conjoint va chercher un avocat très sûrement pour organiser sa séparation et qu'il a des prétentions financières, pour obtenir une bonne négociation, son avocat, son premier travail, ça sera de vérifier si le formalisme relatif aux assemblées générales a été respecté. Et s'il n'est pas respecté, dans ce cadre-là, il aura des atouts pour pouvoir négocier ses demandes. Par exemple, j'en reviens à une rémunération. Si le dirigeant percevait 100 000 euros net par an, ce qui fait 160 000 euros brut à peu près, sur 3 ans, qui est le délai de prescription pendant lequel on peut récupérer des assemblées générales qui auront été nulles et on pourra demander le remboursement de ces rémunérations, vous voyez bien que ça fait 480 000 euros qui pourront être réclamés au conjoint qui n'aurait pas respecté le formalisme en qualité d'associé majoritaire. Et donc, son futur ex-conjoint, via son avocat, pourra demander des choses importantes parce qu'il aura un ascendant stratégique. Un autre exemple, quand il y a des associés qui ne sont pas conjoints, qui ne s'entendent plus et qui veulent se séparer, de la même façon, leur avocat va aller chercher, dans un non-respect du formalisme, des atouts stratégiques pour pouvoir négocier leurs conditions de sortie ou les conditions pour virer celui qu'ils n'aiment plus. Idem pour l'URSSAF ou l'administration fiscale qui repérerait des irrégularités dans l'Assemblée générale et à ce titre-là refuserait l'approbation des comptes avec toutes les conséquences qui peuvent en suivre. Alors qu'en fait, il est assez simple de sécuriser tout cela en amont. Bien évidemment, s'il y avait un travail en amont de vérification avec un avocat, je prêche pour ma paroisse, on éviterait ces erreurs qui sont presque impardonnables et ça permettrait au moins de sécuriser cette situation. Ça n'empêcherait pas les avocats de réclamer quelque chose, mais au moins on n'aurait pas cet écueil qu'on aurait pu éviter de prime abord. Mais ça arrive souvent que les AG soient négligées ou mal faites ? Malheureusement, très souvent.
Alors on s'en rend pas compte, hein, parce que, on pointe pas du doigt sa propre erreur, mais si on épluche les assemblées générales, bien souvent on y trouve beaucoup d'irrégularités grossières, pas, finement, hein, on n'est pas dans avec un tamis fin, hein, on est dans la grossièreté. Et pourquoi? Comment est-ce que vous expliquez ça? Plusieurs raisons. L'assemblée générale ordinaire annuelle, elle est pas présentée à sa juste valeur, aux associés et aux dirigeants. Les associés, je vous rappelle ce que j'ai dit au début, ils pensent que c'est quelques feuilles à régulariser, ils se disent: «Bon, c'est pas si compliqué que ça, aujourd'hui il y a des plateformes juridiques, je vais trouver les modèles et je vais faire ça moi-même et je vais faire des économies». Ou ils pensent que leur expert comptable qui leur a présenté les comptes, il pourra bien, remplir les trous de ce bout de papier. Et puis, il y a aussi des cas où, effectivement, ils feraient à peu près bien le travail, mais, ça les saoule, hein, comme on dirait, en français, quotidien, de faire, certaines formalités et notamment, la plus fréquente, convoquer en recommandé avec AR dans certains types de sociétés leurs associés. Ça, c'est pas plaisant pour eux. Leurs associés doivent aller chercher le recommandé à la poste, alors on oublie. Sur le principe, c'est pas bien, mais ça peut se régulariser. Mais si en plus on ne régularise pas en faisant signer la feuille de présence de l'assemblée générale ou le procès-verbal qui, formalise, l'approbation des comptes par tous les associés, eh bien on se retrouve avec une assemblée générale qui sera nulle. Sonia Nicolae, vous êtes, je le rappelle, avocate associée spécialiste en droit des affaires chez Ridge Avocats. Quel est le travail spécifique de l'avocat à l'occasion d'une assemblée générale d'approbation des comptes? Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte, hein. Un avocat, il n'est pas le seul à pouvoir faire les assemblées générales. L'expert comptable qui a d'abord arrêté les comptes peut les faire, c'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, c'est pas réservé aux avocats. Eux, c'est une conséquence, une continuité de leur métier. Cela dit, l'expert comptable, il n'a pas forcément une vision juridique et fiscale globale comme peut l'avoir, l'avocat. Ensuite, lorsque l'avocat, il est présent physiquement à l'assemblée générale, ça permet de veiller au respect des formalités. Et puis, ça peut, lui permettre de détecter des choses avec son œil juridique que l'expert comptable, n'aura pas vu. Il peut avoir, une vision plus globale et un recul nécessaire sur les choses. Par exemple, on prend une société civile, immobilière, qui est détenue par les mêmes associés que dans la société commerciale qui approuve ses comptes et si la société a plusieurs associés, cette situation amène à regarder si le loyer qui est facturé à la société est bien régulier dans son montant et qu'il ne peut pas être considéré par, les associés minoritaires comme une façon pour l'associé majoritaire de s'approprier une partie du résultat de façon indue. Bon, bah, peut-être que l'expert comptable, avec l'expérience et avec la routine, il oubliera peut-être cet aspect. À quel moment l'avocat intervient-il? Alors, dans le petit processus, temporel de l'approbation des comptes, la plupart des sociétés clôturent leurs comptes à fin décembre avec les années civiles. L'expert comptable, lui, il intervient de janvier à mars et nous, on prend le relais entre mars et juin puisque les comptes doivent être approuvés dans les 6 mois de la clôture. À votre avis, à partir de quelle taille d'entreprise il faut penser à prendre les services d'un avocat en complément de l'expert comptable? Il n'y a pas vraiment de seuil stricto sensu. Ce qui est important à dire, c'est que peut-être pour les petites, les TPE comme on dit, un expert comptable, très aguerri, peut suffire. Après, il aura pas forcément la vision stratégique, que nous pourrions avoir. Par exemple, nous, on va avoir une façon de voir les choses un peu différente. On va avoir un regard extérieur et on aura peut-être un filtre, plus fin et on aura une vision plus globale qui parce qu'on n'était pas au quotidien avec les clients et on peut avoir des remarques, qui peuvent faire, avancer, les choses. Surtout quand il y a des sociétés avec plusieurs associés ou quand il y a des enjeux patrimoniaux importants, notamment des rémunérations élevées, bien veiller, à la juste équité entre tous les associés. Merci pour votre éclairage et pour les points de vigilance que vous avez soulevés. Sonia Nicolae, avocate associée spécialiste en droit des affaires chez Ridge Avocats. Belle journée. Et merci à vous pour votre écoute. Après ce focus sur l'Assemblée générale d'approbation des comptes, notre prochain épisode du podcast Ridge Conseil est consacré à l'intégration de l'intelligence artificielle dans votre entreprise.